Monsieur le Président, honorables assesseurs, je voudrais rapidement rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes le 28 septembre 2008. Comme à l'accoutumée, à 8 heures donc, j'ai pris mon garde-corps, comme vous le savez, mon chauffeur, et comme je logeais à Duxine, je suis allé chez moi, ou je partais chez moi, vers Bambeto. J'ai vu un attroupement de personnes, mais non hostiles. J'ai continué mon chemin vers Amdala également. Le même dispositif était là. Il y avait des policiers qui étaient là, il y avait des gens qui étaient regroupés, mais il n'y avait pas d'affrontement. Et je suis allé chez moi. J'ai voulu prendre le déjeuner, mais chemin faisant déjà, j'ai appelé l'un de mes hommes, qui est le colonel Blaise Goumou. Je lui ai dit, alors je viens à la maison. Mais on me dit déjà par Taliki qu'il y a des attroupements devant Duxine. Alors je vais aller les sensibiliser, je pense qu'ils n'ont pas compris le contenu des communiqués, des différents communiqués qui demandaient un report juste de cette manifestation pacifique, comme il le disait, ou la remettre soit le lendemain ou les jours suivants, pour des questions que vous connaissez. Le 28 septembre est une journée fêtée, fériée, chômée et fériée en République de Guinée, pour des raisons que c'est le jour qui a annoncé, s'il faut dire, notre souveraineté et notre indépendance. Monsieur le Président, c'est ainsi que je suis allé à domicile. Chemin faisant, j'ai trouvé un attroupement vers l'esplanade du stade de 28 septembre. Cet attroupement, vous avez une clé USB que j'ai remise à mes avocats qui vont vous exhiber au moment venu. Et si on peut le passer en ce moment, ça me ferait vraiment un grand plaisir. Monsieur le Président, comme tout le monde l'a vu et tout le monde l'a entendu, je suis descendu de ma voiture. Un chauffeur, un garde-corps, comme j'ai été toujours d'ailleurs. Je descends de ma voiture, les gens m'ont accueilli avec applaudissements. Cet applaudissement m'a permis, cet enthousiasme m'a permis de m'adresser à ce monde qui venait, mais juste devant, il y avait un monde fou derrière que je ne voyais pas trop parce que la file était longue. Je me suis adressé vers les 10 heures à ces gens, dans l'enthousiasme là, dans l'applaudissement. Je les ai dit ceci. De laisser Dadi, c'est d'un côté, les leaders de l'autre, mais c'est la République qui gagne quand on est en paix. Et que l'applaudissement qu'ils m'ont réservé est bien compris, mais la solution était que nous soyons tous dans la dynamique de fêter ensemble les mains dans les mains. Je suis resté dans ça, comme vous avez vu sur les CD, ou certainement sur YouTube. Il y avait un bouhaha. Ceux qui étaient devant me comprenaient, chacun applaudissait. Entre-temps, j'étais avec le chef de quartier de Duxine qui est cité d'ailleurs comme témoin. Les gens, ceux qui étaient devant, avaient compris parce que l'applaudissement continuait. Entre-temps, quelqu'un m'a dit que les leaders étaient du côté du stade, du côté de l'université Gamal. Au lieu de continuer à parler avec les gens, la voix ne portait pas et je n'avais pas de micro non plus. Il était question alors d'aller vers
les leaders qui se trouvaient de l'autre côté, aller m'adresser à eux pacifiquement. Je pense que les lieux étaient jonchés de journalistes. Je pense que les preuves aujourd'hui, en termes d'image, sont disponibles. J'ai été rencontrer les leaders. Quand je suis descendu, j'ai vu sur place là-bas, en provenance, selon eux, de chez Feu Jean-Marie Doré, où ils étaient en réunion avec les leaders religieux. Je les ai rencontrés. Alors, dans notre débat, j'ai dit à mon grand frère, comme je l'ai toujours dit dans notre conversation, parce que j'ai eu à discuter avec simplement M. Sidiak Touré, les autres étaient là simplement comme observateurs, mais tout le monde nous écoutait parce qu'ils n'étaient pas aussi nombreux. Je lui ai dit, grand frère, je pense que les communiqués qui ont passé, vous avez tous compris. Il dit oui. Mais je viens d'être saisi que de cause à déjà, Amdalaï, jusqu'à Bameto, et Bameto jusqu'à Amdalaï, jusqu'à maintenant où nous sommes arrêtés, que tout a été complètement saccagé. Les citoyens ont été vandalisés. Il dit c'est extrêmement grave cela lorsqu'on est en train lorsqu'on a à avoir affaire aux gens qui sont appelés à gérer ce pays-là un jour. Le grand frère Sidia m'a répondu que nous sommes dans une république, qu'on peut casser tout aujourd'hui et puis demain on peut reconstruire. J'ai dit mais si on continue à casser de la sorte, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Monsieur le Président, c'est sur ça que nos discussions étaient. Il a demandé s'ils ont écouté les communiqués. Il a demandé si l'appel du président d'Addis à l'époque du CNDD avait tardivement la nuit, si lui, il n'avait pas compris le bien fondé. Il m'a dit que pour le moment, il veut faire une déclaration et il veut s'en aller. De fil à aiguille, comme vous avez écouté, on s'est compris. On s'est compris sur quoi? Il était question de libérer tous ceux qui se sont rendus coupables des casses ce jour et en contrepartie et reporter, parce que moi-même j'ai insisté, même si c'est demain. Même si c'est demain le 29, au stade de Nongo, parce qu'ici, là, il y a un match qui est en préparation, au stade de Nongo, moi je peux vous accompagner comme il l'a toujours fait. Alors, je pense qu'on s'était compris, et j'ose croire qu'on s'était vraiment compris. Parce que la conclusion était, nous allons vers nos militants pour aller les expliquer ce que nous avons entendu, nous avons retenu ici, mais en contrepartie, il est question, c'est frère Célou Dalin qui a posé ce problème, et là Célou Dalin, en contrepartie, il est question que tous ceux qui ont été arrêtés soient libérés. J'ai dit que je ne sais pas si quelqu'un est arrêté, mais ceux qui étaient déjà avec un pick-up policier ou pick-up policier qui étaient à côté, j'ai tout de suite, pour les questions de paix, j'ai dit aux policiers, libérez ces gens-là, si c'est ceux qui peuvent amener la paix. Je pense que dans l'ordre d'opposition, certainement, s'ils n'ont pas occupé la partie, je pense qu'ils doivent normalement revenir sur ça. Les gens ont été libérés aussitôt devant eux, une manière de leur rassurer que ce qui est de notre côté, qu'on va vraiment accomplir cette mission pour que la paix vraiment règne, pour que la journée soit une journée vraiment fériée pour tous. Ainsi, c'est là-bas qu'on s'est quitté. Moi, je suis revenu chez moi. Je suis revenu chez moi, et rapidement prendre une douche, je cherchais à déjeuner. À l'époque, je n'avais qu'un enfant. Ma femme était encore jeune. Et j'ai pris, juste causer avec madame, il dit que, écoutez, la situation sur le terrain n'est pas bien. J'ai pris un engagement, je vais vers CMS. De passage, je suis venu vers la CMS. CMS, je n'ai trouvé personne. Je l'ai dit dans ma déposition. Personne arrêté. Donc, chemin faisant, parce que mon bureau était au camp, juste à la sortie vers l'Imaya. Chemin faisant, j'ai appris qu'un groupe de militaires était venu. Et que ce groupe de militaires a fait irruption dans la zone. La première question que j'ai posée dans le stade, mais donc les leaders sont au stade. Et oui, ils sont au stade. Mais on avait déjà conclu quelque chose. Ah non, je pense que le public, ils n'ont pas pu convaincre les gens. Ils sont au stade.
d'après toujours le Talki. Je me suis dit d'accord. J'étais dans le dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jouer le rôle de soldat? Ou est-ce que, si quelqu'un me dit Touma est au stade, avec des hommes, est-ce qu'il faut risquer la vie et revenir? J'étais obligé. Je dis bien, j'étais obligé d'accepter de jouer le rôle de soldat. Car la tenue que nous revêtons, nous la portons dans le but de préserver la vie des autres, même si ça doit nous coûter la vie. Donc, c'est ainsi, j'ai dit au chauffeur de tourner. Et comme vous le savez, de CNDD à maintenant, si ce n'est pas pour aller pour les missions difficiles en forêt, moi j'ai toujours un chauffeur, un garde de corps dans ma voiture. Tout le temps de Alpha Condé, les gens peuvent vraiment le témoigner aussi. Je suis venu sur le terrain. En allant, je suis descendu de la voiture où se trouvaient policiers et gendarmes, dont le directeur Farima, lui-même m'a poussé, il ne faut pas rentrer. Connaissant que Touma et moi, on ne se parlait pas, avant cela, et pour cause. Vous savez, un jour, nous sommes en janvier et février 2009, quand le domicile de l'âge Serou Dalin et sa femme ont été l'objet de visite de pillage des bérets rouges, moi étant à l'époque chargé de grand banditisme, j'ai ouvert une enquête. Et l'enquête a abouti à quoi? Que c'était des bérets rouges du régiment commando. Ce n'est pas suffisant. L'enquête a continué et on a abouti, je pense que le parquet à l'époque de Dixine ne dira pas le contraire. Donc, nous avons abouti effectivement aux éléments qui ont effectivement passé à l'action. Et nous avons arrêté 9 bérets rouges parmi les éléments de Touma, parce que c'était celui qui était le commandant, je veux dire bien, du régiment commando. 9 bérets rouges arrêtés, PV fait, et je pense que ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Quelqu'un, des gens m'ont conseillé, il faut le libérer, le monsieur il va t'attaquer, il n'a qu'à m'attaquer, parce que la loi c'est la loi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un jour? J'étais à Kamsa pour une mission d'identification des bateaux qui servaient de transport de drogue. C'est là-bas on m'a appelé pour dire, si tu ne viens pas aujourd'hui, je pense que le groupe de Touma veut attaquer notre service. J'ai demandé le pourquoi. Ils m'ont dit, le pourquoi était simple. Ils veulent libérer les 9 libérés qui sont en prison. J'ai dit non, ça c'est impossible. J'ai automatiquement pris ma voiture, je suis rentré ici la nuit. Et le matin, comme le bruit qui m'a été annoncé, je n'ai pas vu d'indice, le matin je suis venu à mon bureau en ville ici. Entre-temps, vers les 11 h, ce jour-là, je vais dire, j'ai été appelé de venir, qu'il y a un accrochage entre les hommes de Touma et mes hommes. J'ai pris ma voiture, je suis parti au camp. J'ai trouvé, le capitaine Dadis m'a même appelé pour dire ce que tu as fait pour ne pas que ça tire entre nous ici. Je pense qu'il faut le libérer, on va le reprendre après. J'ai dit non, je ne peux pas le libérer. Pour rien au monde, je ne peux libérer ces gens-là qui ont piégé un leader, c'est un citoyen, et qui n'a rien fait. Ça, ils se sont rendus coupables d'un fait répréhensible. Il faut qu'ils aillent répondre devant la loi. Je pense que, naturellement, comme on me dit, je suis têtu. Je pense que ça m'a coûté un peu la quinine parce que Touma n'a pas laissé son offensive et même les hommes étaient encore là à leur défensive. Je pense que ça a pris un moment où le capitaine Dadis, pour raison de stabilité, pour ne pas qu'un tir parte de notre affrontement, était venu lui-même. Les photos aussi sont disponibles. Il est venu en tant que président. Il a dit, écoutez, il s'est mis entre les deux groupes qui étaient en accrochage. Et il les a dit que maintenant, on libère, vous savez que vos hommes n'ont pas bien fait. Mais, pour question de stabilité, pour ne pas qu'un autre problème surgisse entre nous, je vais les libérer. Moi-même, je vais ordonner de les libérer, mais ils seront arrêtés après. Et moi, là, complètement, j'étais pas à l'aise. Mais il n'a pas procéduré. Il ne pouvait suivre que
déséquilibre, l'équilibre entre la chose pour vraiment continuer à résister. C'est ainsi que les gens ont été libérés, mais contre mon consentement. Et depuis ce jour, je pense que Touma et moi, on se regardait en chaîne de faïence. 3 jours après, c'est le général Sekouba qui m'appelle. Vous savez, mon département au départ, c'était vers Koza, un bâtiment isolé vers Koza là-bas, dans la cour du régiment commando. C'est ainsi que le général Sekouba m'appelle et me dit Tchekro, il faut qu'on se voit. J'ai été répondre à l'appel du général. Et elle me dit, à partir de l'instant, on a compris, toi avec ta procédure, vous ne pouvez pas vous comprendre avec nos éléments là. Le mieux, il faut qu'on te fasse sortir de la cour pour aller vers Yimaya, un bâtiment isolé, le B13. Vous allez rester là-bas 2 ans avec ta procédure. La façon d'aborder, j'ai compris. J'ai compris que c'était vraiment une réalité, mais j'étais choqué. En réalité, si Théo est là, il va le témoigner parce que je l'ai dit. Il m'a dit, ah, dis donc, calme-toi. J'ai dit, mais dis donc, on ne peut pas me faire sortir dans le camp à cause d'un lieutenant, alors que moi j'étais capitaine 1, j'étais secrétaire d'État 2, et 3, je ne faisais que la procédure. Donc, mais on m'a fait sortir. L'ordre a été donné à l'époque à l'intendant général qui a aménagé l'endroit. 2 jours après, j'étais obligé de prendre mes hommes et on a déménagé en dehors de la cour du régiment commando pour aller maintenant désormais, s'il faut dire, exercer notre mission. Alors voilà, imaginez-vous, de ce moment jusqu'au moment du 28 septembre, Touma et moi, on ne s'est jamais dit bonjour. Parce qu'il y avait d'autres antécédents que tout le monde savait. Quand les gens prenaient des voitures volées, ils rentraient dans le camp avec, et les bérets rouges sont brigandés, et puis c'est nous qui partions retirer ces voitures-là pour remettre aux citoyens. D'autres citoyens me regardent aujourd'hui, ils peuvent en témoigner. Donc, Monsieur le Président, imagine-toi, quand quelqu'un est dans ce dilemme et qu'on dise que ce sont les mêmes éléments que tu as certainement arrêtés à un moment donné et qui sont dans un stade qui dit quoi, je ne sais pas, et que dans ce stade, il y a des coups de feu, et que toi, en tant que soldat, tu es appelé par un devoir, que tu viennes là-bas pour secourir quelqu'un, il faut être quelqu'un vraiment, je pense que, qui est, certainement, ce n'est pas une folie, mais qui est meurtri de patriotisme pour y être. Parce qu'être soldat, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a un devoir qu'on doit accomplir. Donc, c'est ainsi que je suis venu sur le terrain. Et quand je suis venu sur le terrain, je pense que la première personne que j'ai vue, après avoir résisté avec Farima qui ne voulait pas que je rentre, je reviens sur la chose, je lui ai dit de me laisser rentrer. Il dit que si tu rentres, ils vont tirer sur toi. J'ai dit d'accord, ils vont qu'à tirer, on va voir. Et je suis rentré. Et quand je suis rentré en courant, franchement, je pense que nous sommes au XXIe siècle. C'est tellement, il y a des images, c'est tellement, il y a des preuves. Et moi-même, j'en ai. Donc, quand je suis rentré, je pense que Dieu m'a donné la chance de croiser, parce que j'ai vu même avant même l'esplanade, avant que je rentre, parce qu'il y a 2 cours. Hein. Quand on dit stade, là, il y a 2 cours. Il y a la cour du stade et il y a le stade proprement dit, qui a une porte d'entrée. Donc, quand je suis rentré, j'ai trouvé qui? Le premier, en réalité, c'était le frère Elhaï Seydalin. Quand je l'ai trouvé, on s'est croisés. Il sortait juste du grand stade. On s'est croisés à la porte. J'ai bien dit hein, que j'ai croisé d'autres, même devant là-bas, même au niveau de l'esplanade. J'ai croisé d'autres, mais moi je courais pour rentrer, pour sortir. Mais l'élément essentiel que je cherchais, c'est Elhaï, que je tombe là-dessus. Il m'a dit, jeune frère, voilà ce qui se passe. Il dit, mais je vous ai dit que cette armée-là, nous avons été victimes pour une première fois. On a mis ton domicile dans le sac, ça ne t'a pas dit quelque chose. Cette armée n'a pas sous contrôle. Donc, pratiquement, il faut qu'on quitte ici. Je l'ai pris comme ça. En réalité, on marchait. Il avait comment on appelle là? C'est-à-dire, à l'époque, là, au moment des faits, je n'ai pas senti le sang. Ça, je n'ai pas senti. C'est quand je suis venu avec lui, à quelques 20 mètres de la porte d'entrée de la pelouse, à quelques 20 mètres, j'ai vu Jean Madouré qui était en train de tabasser comme pas possible.
J'ai dit au grand frère, tu m'entends? Lui-même m'a dit, voilà, je vous ai dit, attendez-moi. J'ai couru vers Jean-Marie Doré. Mais à quelques mètres de Jean-Marie Doré, il y a un monsieur qui m'a tendu, qui m'a braqué l'arme. Il m'a braqué l'arme. Il me dit, toi, il dit, mais vous ne savez pas que c'est un leader politique. Il dit, non, mais si c'est un leader, qu'est-ce que tu veux? Tu fais un pas, on tire sur toi. Ce monsieur qui m'a braqué l'arme, jusqu'à maintenant, je le recherche. Jusqu'à maintenant, monsieur le Président, je le recherche. Il m'a braqué l'arme. Ça ne m'a pas démotivé. J'ai foncé parce qu'en ce moment-là, il y avait quelques jeunes gendarmes qui étaient derrière moi que je ne peux pas identifier parce qu'il faut imaginer, hein, dans un moment de toy-boy comme ça, où la vie peut s'éteindre à tout moment, ça dit tu ne peux rien remarquer. Mais l'objectif, c'est la mission. Donc, j'ai foncé sur Jean-Marie Doré, je l'ai pris. Si vous voyez ce premier jour, mon sac, ma tenue était complètement en sang, de côté là, c'est parce que Jean-Marie Doré était complètement en sang. Mais avant que je me retourne, j'ai trouvé encore, elle a d'aller en accrochage avec les militaires. Et vous voyez. Et quand je l'ai trouvé à terre, je l'ai pris, ils m'ont donné des coups ici. Je l'ai dit dans ma déposition. Et jusqu'à présent, c'est pourquoi je dis souvent que je suis à la fois coupable et victime. Si je suis coupable. Parce que j'ai été amené 2 fois pour ça au Maroc. Et je pense que mes reins là ne fonctionnent pas bien. Ça ne dit pas les reins comme vous le pensez. Je parle de la hanche. C'est pas autrefois, sinon je suis un militaire. Je peux faire 2 heures, 3 heures arrêté. Mais après 1 heure tout là, je vais ressentir quelque chose, il faut que je m'asseye. Donc, pour vous dire entre parenthèses, c'était pour juste une parenthèse. J'ai pris l'exemple chose qu'on appelle là, frère d'Alain. On a continué. Et celui qui m'a donné le coup, franchement, celui qui m'a donné le coup de bâton, il ne portait pas de béret. Je ne peux pas dire si il était béret rouge, ou béret jaune, ou béret vert. Parce qu'il ne portait pas de béret. Donc, pratiquement, Monsieur le Président, je n'ai pas lâché non plus les 2 éléments. C'est chemin faisant que les Baouri Otola sont ajoutés. On a pris ensemble, nous sommes partis. Ma voiture était déjà venue dans la cour. J'ai dit, il faut faire monter ces gens-là, on va à l'hôpital. Alors, pendant ce temps, quelqu'un m'a dit, dans l'euphorie là, parce que moi-même j'étais dans la voiture, quelqu'un m'a dit, les Sidia sont là, il dit, prenez-les, enlevez-les ici. Sidia, quand il sera là un jour, je sais qu'ils seront là, ils viendront notifier cela, ou ils l'ont déjà notifié, parce que je pense que tout le monde a écouté ce que ces leaders ont dit le lendemain, et moi, j'ai cru avoir vraiment accompli ce devoir de soldat. C'est ainsi que j'ai continué vers l'hôpital. Et puisque, comme Baouri a dit que j'ai conduit le véhicule parce qu'il n'y avait plus de place dans ma voiture. Et j'étais obligé de laisser ma place pour les autres et prendre le volant. Je suis un excellent chauffeur. Je suis venu à Mouraï-Paré. C'est-à-dire, l'idée qui m'est venue directement à Mouraï-Paré à l'époque, vous savez, c'était la clinique phare. Nous sommes venus à Mouraï-Paré et instantanément, j'ai vu un groupe de bérets rouges. Mais la seule personne que j'ai remarquée, c'était Toumba. C'est bien dit, c'était Toumba. À Mouraï-Paré. En réalité, il n'était pas le seul, mais j'ai remarqué au moins 2, 3, 4 pick-up, instantanément. Pendant qu'on descendait, le frère Célou Dalin, où les premiers soins, les gens sont venus avec les brancards. Pendant qu'il était presque sur ce brancard, c'est en ce moment qu'on nous a entourés. Quand on nous a entourés, on a dit que si on continue, si le traitement, si on le fait introduire, ils vont faire péter la clinique. Franchement, je vous dis que je n'ai jamais peur de ma vie, ou dans ma vie. Mais ce jour, le cœur a vibré. Mon cœur a vibré. Je savais que si je tentais à insister, je pouvais en partir. Parce que l'antécédent qui est entre nous m'est venu dans la tête. En même temps, je me suis dit que, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai dit aux gens, remettez-les dans la voiture. Le Dalin a été descendu. Il a été encore remis dans ma voiture. Et je suis monté sur le pont. Sur le pont, je pense que c'est là-bas où la piste a été brouillée. Moi, je suis parti d'abord en ville, j'ai tourné un côté de côté. Je me suis dit de quelque part, comme l'autre l'a dit, comme Baoui le dit deux fois, je faisais des stratagèmes dans ma tête pour dire où les envoyer, pour les mettre en sécurité. C'est ainsi que je suis venu, j'ai piqué sur le camp Sambouri, qui est vraiment un endroit bien sécurisé. C'est un grand camp.
Je suis venu, on est rentré, les docteurs sont venus, les médecins et tout ce qui était en blouse là. J'ai dit aux gens, mettez-les urgemment en traitement, en soins préventifs, pour ne pas que quelque chose arrive à ces gens-là. Ils ont été tous installés. Et moi-même, je suis resté un peu longtemps. J'ai demandé aux gens, mais où sont les autres? Quelqu'un m'a dit non. Et les gens les ont envoyés vers, je veux dire ici, vers la gendarmerie. C'était ainsi que vers le soir, je suis remonté, après avoir donné les consignes au camp Samori, pour dire que sauf ceux qui sont porteurs de blouse, sinon, aucun autre militaire n'avait le droit de visiter ces leaders. Et c'est en ce moment que je me suis retiré. Je suis parti au camp. J'ai trouvé au camp là-bas les Totos. J'ai trouvé vraiment un monde maintenant là-bas. Et j'ai trouvé le capitaine Dadis, président de CND à l'époque, vraiment en chaleur. Il criait, vraiment, il était surchauffé. Et j'ai fait mon compte rendu. Je pense que j'ai dit qu'il a demandé aussitôt. Donc ils sont là-bas, oui. Et personne d'entre eux n'est gravement blessé. Il dit oui, il y a le sang, mais je pense qu'ils sont vraiment, leur vie n'est pas en danger. C'est ainsi qu'il m'a demandé de les accompagner, de ressortir avec le Premier ministre Komara, avec le ministre Koutoubou Sano, qui était le secrétaire général à l'époque de la Ligue religieuse. Et de m'accompagner, il fallait leur demander de bien vouloir se mettre en disposition pour aller à la clinique Pasteur à leurs frais. Je suis ressorti avec le Premier ministre Komara, accompagné par Koutoubou Sano également. Je suis revenu encore sur le terrain. Leur dit de ces ministres Komara, Premier ministre Komara qui les a dit, écoutez, on est venu avec le Kona Tcheboro, il est question de vous envoyer, sur l'instruction du président Dadis, à la clinique Pasteur à ses frais. Alors, ils n'ont pas résisté, les gens se sont mis en dépression. Nous sommes partis à la clinique Pasteur, on les a déposés. Et ceux qui étaient encore au niveau du dispensaire qu'on appelait dans le temps PM3, à la gendarmerie, nous sommes repartis vers eux avec le Premier ministre Komara et le secrétaire général Koutoubou Sano. On les a dit de se mettre en disposition. Et ils sont venus encore. Ils se sont mis en disposition, ils sont venus, ils ont été tous admis à la clinique Pasteur. J'y étais, et c'est moi qui pilotais la mission en fait. Donc, pratiquement, j'ai mis une ceinture qu'on appelle le cordon sécuritaire autour de la clinique Pasteur jusqu'au matin. Jusqu'au matin, j'ai mis alors un cordon sécuritaire autour d'eux. Je pense que jusqu'au matin, il ne s'est rien passé. Il ne s'est vraiment rien passé et les gens ont reçu des soins, comme ils l'ont dit eux-mêmes, à travers les zones. Monsieur le Président, voilà ce jour-ci, ce qui s'est passé. Ce jour-là, ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, moi, j'ai les films dans ma tête. Et je n'ai eu peur que chaque fois quand je me couche là, ou à chaque fois, le 26 ou 27 septembre de chaque année, sur les 13 ans, et quand je fais le film dans ma tête, je me dis, c'est bien. C'est bien pour un pays d'accuser un innocent. Lorsque ma déposition a été demandée en 2012, lorsque le cours des juges d'instruction m'a reçu, la première des choses que j'ai posées à ces juges de cours d'instruction, je les ai demandé, est-ce que ceux que vous avez déjà entendus, qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Je pense que le pool m'a dit que les leaders ont bien parlé de toi. Aucune femme n'a parlé de toi dans le cadre de viol ou ceci ou cela. Alors, quel est alors le mobile de ma présence? Ils m'ont dit, non, tu viens d'abord de ça. Hein. Comme j'ai signé. Je suis un officier supérieur, je ne peux pas revenir sur ma signature, quel que soit le prix à payer. Heureusement, je vous ai posé la question de savoir quel est le mobile de moi, ma présence ici.
Bon, la non-assistance à la personne en danger, tout ça là, je pense que on ne pouvait pas me poser la question là ce jour-là. Ils m'ont simplement dit, alors certains vous accusent de ceci et de cela, et je pense que quand vous regardez mes SIR, en aucun moment, j'ai affirmé ce qui est mis sur mon dos. Mais ce qui a été paradoxal, et ce que je ne comprends pas jusqu'à maintenant. Au moment où les autres étaient en train de parler, j'ai remarqué que deux jeunes, contrairement à ce que nous avions indiqué, avaient comme un masque de fer. Ça m'a étonné. Et un autre qui était avec lui avait autre chose qui semblait bizarre dans le cadre de ce que nous avions indiqué comme dispositif à prendre. Et donc, mais je n'ai pas accordé tellement d'importance. Peut-être je me suis dit c'est une question d'habitude. Mais ceci, ça m'a fait tiquer qu'il y a quelque chose qui est anormal avec ces deux jeunes. Je leur ai dit pourquoi vous amenez ça. Bon, ils n'ont pas répondu. Mais bref, donc c'est dans ce processus que les détonations, les grenades lacrymogènes et des coups de feu qu'on a entendus et on a vu comme des petits moineaux, la plupart des gens qui étaient au niveau de la pelouse, chacun cherchant à fuir pour quelque chose dont personnellement je n'avais pas pris conscience de ce qui se passait. C'est dans ce cadre, quelque temps après, on a vu des militaires, principalement des bérets rouges, venir au niveau de là où les responsables étaient en face des responsables pour demander à ce qu'on descende. Intérieurement, j'ai dit, ils sont venus nous arrêter. Bon, ça ne m'a pas inquiété puisque je me suis dit, c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais il y avait parmi eux des gens qui n'étaient pas du tout de la manière, leur habillement n'était pas conforme à l'habillement des forces de défense et de sécurité, parce que c'était bigarré, il y avait du tout. Et en descendant de la tribune à la Queue-Leu, bon, moi j'étais un peu derrière, j'ai vu Ella Selou qui était en maille avec un policier, puisque je peux l'appeler policier, qui était habillé tout en noir, qui avait un ceinturon, et une bataille s'est engagée. Bon, c'est au cours de la descente vers la pelouse que j'ai reçu un coup sur la tête. Ça m'a sonné, mais ça ne m'a pas déstabilisé. Donc nous avons été regroupés et dans ce cadre, il y a un fusil était tombé, un militant de l'IFDG l'a pris, je lui ai intimé l'ordre de le déposer parce que c'était dangereux qu'on le voit avec le fusil et ça aurait pu être un prétexte pour nous canarder tout simplement parce que quelqu'un a pris un fusil qui était par terre. Heureusement, il a obtempéré et je pensais que cela n'était pas su, mais j'ai été surpris que mercredi dernier, que Fatoumata Bari ait relaté cette histoire. Donc, celui qui est venu, parce qu'on ne pouvait pas distinguer, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils ne sont pas ensemble, mais celui qui a exprimé de manière formelle, descendait, là, c'était le commandant Toumba Diakité. Les coups pleuvaient et je ne peux pas dire de manière précise ce qui s'est passé à côté de moi, puisque c'était une question de vie ou de mort et il fallait être lucide pour ne pas paniquer ou aller dans des directions qui n'étaient pas les bonnes.
M. Cellou Dalein Diallo avait reçu des coups et il était à terre. Bon, c'est un coup de fusil avait blessé son garde-corps. Lorsque le commandant Toumba amenait les autres leaders pour les faire sortir de la pelouse, pour les amener, le fait que M. Diallo, Cellou, était à terre, intérieurement, j'ai dit, je ne peux pas le laisser là. Et je remercie Dieu de m'avoir donné toute la lucidité, de n'avoir pas paniqué et de ne l'avoir pas abandonné au niveau de la pelouse. J'ai demandé à un de nos militants, Ablaye 3, malgré le fait que ce dernier avait reçu un coup et que son bras était cassé, de m'aider à prendre Ella Cellou et de le sortir d'ici. L'autre équipe, avec les leaders, était déjà partie. Nous nous sommes retrouvés derrière et malgré les coups qui pleuvaient, nous avons réussi à le sortir de la pelouse et on était toujours à l'intérieur de l'espace du stade du 28 septembre, mais pas au niveau de la pelouse. On était poursuivis par des gars qui avaient des armes blanches et un qui avait vraiment un long bâton et qui était en train de vouloir nous asséner, nous assommer avec cela. Bien, c'est à ce moment-là que j'ai aperçu le colonel Thieboro qui entrait dans le stade, mais qui s'avançait tranquillement. Comme je le connais et je lui ai fait signe, il est venu vers nous. Lorsqu'il est venu vers nous, ceux qui nous agressaient avaient cherché autre chose à faire. Et à ce moment-là, le colonel Thieboro a pris sa responsabilité en nous prenant en charge et il a ailé quelqu'un que je considère comme étant un des éléments garde-corps de M. Sidya Touré, de venir nous aider pour prendre M. Cellou Dalein Diallo et avec Ablaye 3 et pour qu'on puisse sortir du stade. C'est comme ça qu'on est sorti. Au moment où on sortait, il y avait un attroupement, disons des jeunes garçons, des jeunes étaient agglutinés un peu avant la sortie. Et l'image qui m'a le plus frappé, c'était le fait qu'un petit garçon a levé la main et il y avait un militaire qui avait un fusil et qui les mettait en joue. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils ont réussi à sortir ou pas, mais c'est l'image qui m'a le plus traumatisé par rapport aux événements du 28 septembre. Ce n'était pas une violence avérée, ouverte, mais un petit garçon levant la main, ça, à chaque fois que j'y pense, je suis fortement ému. Ceci dit, on est sorti et on s'est retrouvé à l'esplanade pour aller vers la jupe du colonel Thieboro. J'ai vu au niveau de l'esplanade une femme qui se débattait et qui était entourée par des hommes en uniforme et qui était en train, disons, de vouloir lui tirer le pagne et de la mettre nue. Et ça, je suis formel là-dessus, c'était comme si c'était un petit animal qui était au milieu et des garnements se mettaient à jouer avec elle en essayant de la mettre nue. Nous sommes montés dans la jupe et le colonel s'est dirigé vers Kaloum. Lorsqu'on a dépassé l'entrée de l'université,
nous avons rencontré un cortège, disons, toute la hiérarchie policière du directeur général et d'autres. Ils se sont arrêtés et le colonel s'est arrêté et ils sont venus nous entourer pour s'enquérir de la situation. Ils ont vu ceux qui étaient au niveau de la Jeep et pour ne pas altérer et dire des choses que, avec le temps, qui se sont estompées, bon, ils se sont, quelque temps après, et nous avons continué, et eux, ils ont continué vers le stade. La rue était, il n'y avait personne, c'était vide, et nous sommes arrivés à la clinique Ambroise Paré. On nous a fait descendre, surtout c'est la cellule qui était évanouie. Moi, Ablaye III et le garde-corps de M. Sidya Touré, nous étions lucides. Nous sommes rentrés à l'intérieur de la clinique, les médecins commençaient à s'affairer. C'est entre-temps que monsieur, un militaire ou quelqu'un qui avait un t-shirt noir et un pantalon bien baraqué avec une arme, accompagné d'un autre qui était un peu plus, j'allais dire, potelé, qui avait un ceinturon de balles avec des grenades qui perlaient au niveau de ces ceinturons. Ils ont dit, si on ne nous fait pas sortir, ils vont jeter une grenade à l'intérieur de la clinique. Ça a créé la panique et on était obligés, et les médecins étaient obligés de nous aider pour reprendre la cellule qui était encore évanouie pour nous mettre dans la Jeep. Mais ce qui m'a le plus à ce moment-là frappé, je me suis rendu compte que le colonel Tchebro n'avait aucune autorité sur eux. Je m'étais dit, comment se fait-il que lui, qui est colonel, et que d'autres viennent et lui donnent des instructions sans qu'il ne puisse réagir? Et dans ma tête, c'était quelque chose qui n'était pas du tout normal. Mais bref, le colonel Tchebro nous a repris dans sa Jeep et nous nous sommes dirigés vers la ville. Arrivé à un carrefour, je crois, juste au niveau de la Banque centrale, et c'est comme s'il hésitait, et par la suite, il a bifurqué directement vers le camp Samori Touré. C'est au niveau du camp Samori Touré, on nous a amenés au niveau de du dispensaire, et médecin militaire nous a pris en charge. C'était Dr Bangoura qui, je crois, d'après, il semblerait, c'était le frère de l'ancien colonel Panival qui nous a pris en charge, qui nous a soignés. À ce niveau-là, on était resté à 3. Moi, Ella Selou et Ablaye III. Comme j'avais des blessures au niveau de la tête, et Ablaye III avait son bras qui était cassé, mais à ce moment-là, c'est comme s'il n'avait pas pris conscience que son bras était cassé. Bon, moi et lui, nous nous sommes retrouvés au niveau de la véranda. Après, je lui ai dit, puisqu'on n'a pas l'air d'être surveillé, j'ai dit à Ablaye III, il faut partir, essaye de partir. Nous allons rester. C'est comme ça qu'Ablaye III est parti. Nous, Ella Selou et moi, nous sommes restés. Mais quelque chose m'a interloqué. À un moment donné, j'ai vu un grand camion qui avait un camion militaire qui est rentré dans le couloir. Ça m'a intrigué, mais je ne pouvais pas savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais bref, je signale ça au passage. Et dans l'après-midi, on nous a demandé de quitter comment on appelle ça, l'infirmerie du camp Samori Touré, et on nous a amenés à la clinique Pasteur. C'est là-bas où on a su que tous les autres responsables des forces vives
étaient déjà hospitalisés. Donc, à ce niveau-là, nous sommes restés les soins et nous avons pris contact avec les autres pour savoir qu'est-ce qu'il y avait. Parce que depuis la sortie du stade, nous ne savions pas qu'est-ce qu'il allait advenir de nous. Mais c'est à ce niveau-là que nous avons commencé à reprendre un peu d'espoir. Et pendant 2 ou 3 jours, on est resté là-bas jusqu'à ce que, disons, des circonstances fassent que, personnellement, je suis sorti et je suis resté en Guinée et que d'autres, dès leur sortie, ont pu être évacués du pays pour aller à l'étranger. Voilà, peut-être il y a des aspects qui mériteraient d'être explicités, mais comme c'est une introduction générale, voilà ce qui s'est passé à mon niveau lors de la journée du 28 septembre 2009. Je rappelle au tribunal que je suis parmi ceux qui ont été convoqués le 3 décembre 2009 par la commission d'enquête du CNDD au niveau du Palais du Peuple. C'était le matin, j'ai eu à témoigner et à répondre aux questions de la commission pendant pratiquement 3 heures. J'étais accompagné par tous les autres responsables qui étaient présents à Conakry, des forces vives. Et après mon passage, d'après ce que j'ai su par la suite, c'est le colonel Tchebro qui devrait être auditionné. Et comme vous le savez, l'après-midi, il y a eu l'annonce d'une tentative d'assassinat sur le capitaine Dadis Camara et un autre cours de l'histoire de notre pays a commencé. Voilà à peu près ce que je peux dire de manière factuelle et de manière générale. Peut-être si vous me permettez de conclure, personnellement, je considère que la tragédie du 28 septembre 2009 est une tragédie parmi d'autres. Les présumés, les accusés qui sont ici, c'est le fait, disons, du hasard de l'histoire, parce qu'il y a eu d'autres tragédies beaucoup plus massives que la Guinée a enregistrées, mais comme il faut toujours commencer par un point de départ, le jugement de la tragédie du 28 septembre 2009 est un départ. Cela n'occulte pas les anciennes responsabilités qui ont ensanglanté notre pays, et nous souhaitons que ce qui s'est passé soit perçu comme une forme, disons, de juger pour éviter les répétitions. Parce que le fait que durant les 13 années, il n'y a jamais eu le jugement du 28 septembre 2009, d'autres tragédies ont été enregistrées en Guinée. Les tragédies de Womé, de Galapaï, de Zogota, les tragédies autour de l'Axe, tout cela aurait pu être évité si les autorités, après la transition de 2009-2010, avaient pris leur responsabilité express pour sanctionner de manière définitive et durable ces genres d'exactions sur les populations civiles. Mais on ne peut pas revenir en arrière, c'est notre histoire et il faut le prendre en compte pour nous permettre d'envisager un autre cours, un autre avenir où ces genres de situations ne pourront pas se répéter. Bon, les accusés qui sont à la barre, d'autres ont fait pire, mais ils ne sont pas à la barre, mais il faut que ceux qui sont à la barre sachent qu'il faut qu'ils apportent leur contribution pour que la Guinée sorte de cette longue péripétie, de cette longue répétition de tuerie, répression, qui a fait qu'on ne peut pas compter aujourd'hui le nombre de victimes que nous avons enregistrées depuis très longtemps dans notre pays. Je vous remercie. Monsieur Ba, finissez, vous pouvez. Allez-y.
De quoi vous avez effectivement été victime? Bon, vous savez, la notion de victime, personnellement, je considère que nous avons assumé notre devoir vis-à-vis de notre pays et comme l'histoire est tragique, il y a le prix à payer pour la liberté, pour la démocratie et les personnes qui sont... Bon, je veux dire de quoi, qu'est-ce que vous avez subi? Bon, j'ai subi des coups, j'ai été blessé. Pour l'essentiel, c'est ce que j'ai subi à titre personnel. Est-ce que ce jour, vous avez pu identifier certains agents des forces de l'ordre ou bien des militaires? Bon, de manière explicite, je ne peux pas les identifier. Les seules personnes que je peux identifier, puisque c'était clair et net, c'est le commandant Toumba Diakité, lorsqu'il a donné des instructions que les leaders descendent et qu'il les a pris en charge pour les faire sortir, et que le second qui nous a pris en charge, c'est le colonel Tchéboro Camara. Les deux militaires de la clinique Ambroise, est-ce que vous avez pu les identifier? Bon, je ne les connais pas, j'ai vu, c'était la première fois que je les voyais, mais je ne peux pas être explicite. Ministère public.